Comment le Japon est entré dans ta vie? De quelle manière il est entré dans ta vie? Bien avant de rencontrer Tomoko, bien avant, à la Cinémathèque d'Henri-Langlois, je découvre sans sous-titres Le héros sacrilège de Mizoguchi. Film en couleur superbe, musique superbe. Je n'ai jamais, je viens d'une famille qui a très peu voyagé. Je n'ai rien lu. Je ne connais absolument pas la culture extra-européenne et je connais même très peu la culture européenne. Moi j'ai 18 ans, 19 ans. Donc je tombe sur le héros sacrilège. J'ai dû vaguement entendre parler de Mizoguchi parce que quand j'arrive à Paris, j'imagine que j'ai dû acheter 2-3 bouquins d'histoire du cinéma. Donc je pense que je dois savoir qu'il y a un cinéma extra-européen. Il n'y a pas que Bergman et Losé dans la vie. Mais enfin, et là, de la même manière que si tu as le film en tête, le héros sacrilège, le jeune héros qui est un iconoclaste à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il veut briser les icônes, il veut briser le miroir sacré avec sa flèche, et il est tellement surpris de sa propre audace quand la flèche se fiche au milieu du miroir. Il est tellement surpris de sa propre audace qu'il en tombe le cul par terre. Au sens strict, c'est-à-dire c'est très japonais, hein, tomber le cul par terre, ça veut dire retrouver son assiette. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire quand j'ai vu ce film-là, auquel j'ai évidemment rien compris, parce que c'est une histoire de clans et de sous-clans et de rivalité entre d'autres clans. C'est-à-dire l'histoire, même maintenant que je connais le film par cœur, j'ai toujours du mal à comprendre l'histoire, parce que ça fait aussi référence à une période extrêmement particulière de l'histoire du Japon, où l'empereur n'est pas le personnage principal, mais ce sont des seigneurs locaux, etc., etc., etc. Donc, évidemment, je ne comprends rien à l'histoire, mais je tombe le cul par terre à la Cinémathèque d'Anglois, parce que je découvre d'abord la musique d'une langue, plutôt, oui, puisque je comprends la musique. Je répète ça, j'insiste très lourdement là-dessus. C'était très important, je rends grâce à Henri-Langlois, hein, c'était pas sous-titré. Et donc je pense que c'est l'absence de sous-titres qui m'a projeté, plus violemment dans l'univers du Japon. Voilà. Alors j'ai revu 40 fois, j'ai revu plein de fois le héros sacrilège, donc première rencontre avec le Japon. Inévitablement, je continue de parler du héros sacrilège. Je découvre un autre type de beauté. J'ai 19 ans à peu près, donc depuis quelques années, évidemment ma libido me travaille, donc je suis attiré par les personnes du sexe opposé, qui sont en général des femmes blanches. Et là, tout à coup, je découvre un autre type de beauté, et qui me sidère. Une beauté, alors comment l'appeler, une beauté extra-européenne, oui, une beauté, non européenne, une beauté asiatique, une beauté, d'autres canons de la beauté. Donc évidemment, ma libido, instinctivement, petit à petit, s'oriente vers l'Extrême-Orient. Et puis, parallèlement à ça, je me perfectionne
mélomanie, parce que je ne suis pas vraiment musicien, je suis plus mélomane que musicien, mais c'est-à-dire que ma culture musicale commence à s'élargir, et grâce à Olivier Messiaen, je rencontre à peu près au même moment la musique extra-européenne, c'est-à-dire la musique japonaise, enfin en particulier la musique japonaise. Et voilà, donc en l'espace de 1 an ou 2, c'est-à-dire en gros l'arrivée à Paris, mais je crois que ça c'est l'expérience qu'on a tous fait, nous les petits provinciaux qui débarquons à Paris, les premières années, nos premières années, après les années de province, et puis moi surtout de Selonger, enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment très clos, et vraiment on n'avait aucun appel d'air. Et là, tout à coup, tombe dessus, et en particulier l'appel du large, l'appel de l'Orient. Alors, Mizoguchi et la musique japonaise par l'intermédiaire d'Olivier Messiaen. Voilà. Et puis alors, petit à petit, et puis alors, j'apprends petit à petit l'importance de Mizoguchi. Grâce à Jean-Marie Straub à ce moment-là. Quand je commence à faire la connaissance de Jean-Marie Straub, j'apprends ce que j'ignorais. Ce que j'ignorais. J'apprends que pour Jean-Marie Straub et pour d'autres, pour certains, c'est le cinéaste capital. Donc j'apprends à le voir, non plus avec les yeux d'un provincial enamouré qui découvre un guide touristique, parce qu'il y avait un peu de ça quand même au début, mais j'apprends à voir Mizoguchi avec l'œil d'un amoureux du cinéma, où j'apprends à voir aussi en quoi Mizoguchi n'est pas que japonais, parce que ça serait le réduire à un exotisme de pacotille, mais j'apprends maintenant, après, aussi à voir en quoi Mizoguchi, plus que japonais, est un très grand cinéaste. Et puis... il faut pas, c'est pas la peine, à l'âge qu'on a, c'est pas la peine de cacher les choses. La libido n'étant pas ensommeillée, loin de là, tout ce que je retire de japanité au cinéma de Mizoguchi, je dis Mizoguchi comme un terme génériquement, parce que c'est le plus grand. Hein. Tout ce que je retire de japanité à Mizoguchi se réinvestit d'autant plus vivement dans le désir des femmes. Voilà. Et tout à coup, petit à petit, non, c'est pas tout à coup, c'est petit à petit, le désir sexuel fou, exigeant, impérieux, aigu, m'attire, m'appelle, à la fois par des fantasmes masturbatoires, à la fois par des rêveries d'écriture, à la fois par uniquement pas des rêveries d'écriture, mais puisque j'en écris même un roman qui se passe en Chine. Donc, toute une fantasmatique sexuelle et sexuée me canalise de plus en plus vers l'Extrême-Orient et je dis pas, et ou le Japon. Voilà, l'Extrême-Orient et ou le Japon. Jusqu'au jour où je mets en accord mes désirs et la réalité, et je fais enfin la rencontre de celle qui comblera mes vœux. Voilà, en gros ce que je peux. Enfin, voilà résumé à grands traits mes rapports avec le Japon. Mais là, tu parles de Mizoguchi, mais il y a aussi peut-être d'autres cinéastes japonais qui t'ont frappé. Oui, après, il y en a eu même au même moment, peut-être même avant Mizoguchi, parce que Mizoguchi, il n'était pas si facile que ça à voir. Alors qu'il y avait un cinéaste qui était, rappelle-toi, qui était très à la mode. Oui, je crois que c'est pas péjoratif de dire à la mode. C'est-à-dire qu'il était facile à voir dans les années 60, fin 60, début 70. C'était Yoshishige Yoshida. Eros plus Massacre, Aveu, théorie, actrice. Voilà. Et ça, alors pareil,
il avait des actrices superbes qui étaient toujours à poil. Alors moi, j'étais au paradis, quoi. N'oublie pas qu'à l'époque, quand je dis Mizoguchi, c'est parce que personne ne parlait, on ne parlait pas encore d'Ozu, et on parlait encore moins de Naruse. Et puis quant à Kurosawa, comme j'étais bête et discipliné, que je suivais les cahiers du cinéma, pour moi, d'ailleurs j'avoue que maintenant je suis un peu plus libre, mais je le pense quand même. Kurosawa pour moi c'était quand même un cinéaste un peu américain. Il était un peu trop américain, je le trouvais, enfin, surtout par son découpage, par ses cadrages et ses découpages, il était quand même très américain. Yoshishige Yoshida, et il y avait aussi, bien sûr, Oshima. Bah, évidemment Oshima, ouais, bien sûr. Évidemment Oshima, ouais. Et puis il y avait aussi un autre metteur en scène dont je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, qui s'appelait Suzumu Ani. Et si mes souvenirs sont bons, à vérifier, hein, si mes souvenirs sont bons, Suzumu Ani, c'était une espèce de Truffaut japonais, tu vois, un peu plus... Oshima et Yoshishige Yoshida, c'était quand même... ils étaient plus du côté Godard, enfin c'était plutôt des purs et durs. Hein, non, Suzumu Ani, il était plus du côté de la petite japonaise en petite jupette, quoi. Il était plus tendre.